Donc en direct du village amiante de Préventica Strasbourg. Petite animation donc sur le plateau de Amiante Télévillage au sujet des fibres courtes. Donc cette intervention en fait suite à de nombreuses questions que nous avons en tant que centre de formation au désamiantage en fait de la part de clients qui depuis la campagne Meta en 2010-2011 qui avait montré des résultats sur la granulométrie des différentes fibres d'amiante qu'on peut trouver dans l'atmosphère des chantiers, nous pose beaucoup de questions sur la dangerosité des fibres. Donc j'aimerais faire un peu le point en fait sur ce qu'on en sait et peut-être ce qu'il faudrait un petit peu plus savoir pour être un peu plus rassuré sur l'utilisation de ces fibres. Alors pour rappel, donc les fibres courtes, ce qu'on appelle les fibres courtes d'amiante, sont des fibres qui font moins de 5 microns de long, puisque les fibres réglementaires sont celles mesurées par les laboratoires et qui prennent en compte uniquement les fibres de plus de 5 microns de long. Il se trouve qu'on va le voir, la majorité des fibres, en nombre de fibres qu'on trouve dans les atmosphères, sont essentiellement justement des fibres courtes. Alors il y a quelques années, une dizaine d'années, on pensait que les fibres courtes n'étaient pas dangereuses. En fait, ceci a été remis en cause par différents chercheurs. En 2005 déjà, une équipe de Suzuki en fait, avait fait des analyses qui ont corroboré d'ailleurs des analyses qui avaient été faites aussi au Canada dans les tissus de poumons de victimes de l'amiante au Canada, donc qui avaient respiré du chrysotile. Et ils se sont aperçus donc en 2005 que 89% des fibres que l'on retrouve dans les tissus atteints de mésothélium sont en fait des fibres de longueur inférieure à 5 microns, donc celles qu'on ne prend pas en compte actuellement. Alors en 2007, l'équipe de Dodson, dont on reparlera, a fait également des recherches de fibres dans les nodules lymphatiques humains, in vitro, et il se trouve que ce sont également majoritairement des fibres courtes d'amiante qui, semble-t-il, ne restent pas dans les poumons, mais se développent dans tout le corps, ce qui a été confirmé aussi par les équipes de chercheurs américains sous la direction de M. Miseroki, qui a explicité en fait les processus de translocation des fibres courtes dans le foie, les reins et le cerveau des êtres humains. Alors, suite à une publication de l'équipe de Dodson aux États-Unis qui date de 2003 sur la pathogénicité éventuelle liée aux fibres courtes d'amiante, en fait, en France, l'AFSET a été mandaté pour faire une étude sur la toxicité justement des fibres courtes et des fibres fines d'amiante, c'est-à-dire celles que l'on ne voit pas au microscope optique utilisé jusqu'à présent. Donc l'objectif c'était à partir des connaissances actuelles, donc d'évaluer, c'est de la bibliographie, évaluer la toxicité des fibres courtes d'amiante et des fibres fines d'amiante et caractériser la répartition granulométrique et évaluer les risques pour la santé humaine. Alors tout d'abord, le rapport d'étude montre que les fibres courtes sont parmi les plus fréquentes en fait, tout d'abord dans le milieu extérieur en général, donc suite à des mesures qui avaient été faites notamment à l'occasion du diagnostic, utilisant des mesures au microscope électronique à transmission et non plus au microscope optique, on s'aperçoit que finalement 92% des fibres totales qui se trouvent dans l'atmosphère sont des fibres courtes et que seulement donc 8% sont des fibres qui sont mesurées actuellement. Alors également dans l'environnement intérieur, depuis 1996, on fait des diagnostics aussi avec des microscopes électroniques à transmission, ce qui a permis de remesurer les fibres courtes, prendre en compte les fibres courtes qui ne sont pas prises en compte réglementairement, mais les prélèvements ont pu être analysés du point de vue des fibres courtes. Et là aussi, on s'aperçoit comme en extérieur que finalement, les fibres courtes sont largement majoritaires par rapport aux fibres qui sont réglementaires. On en parlera plus en avant, mais on s'aperçoit aussi surtout que parfois on ne trouve que les fibres courtes. Donc dans l'objectif d'évaluer le risque amiante, si on ne les mesure pas, la question est de savoir s'il y a vraiment un risque, sachant que l'absence de fibres, est-ce que l'absence de fibres longues dénote un risque amiante absent. Ensuite, dans l'environnement professionnel,
Donc on retrouve les mêmes résultats, hein, 92% de fibres sont des fibres courtes d'amiante. Et donc l'expertise de l'AFSET de 2009 donc, a classé en potentiel cancérogène avéré les fibres fines d'amiante, c'est-à-dire celles qui font plus de 5 microns de long et de moins de 0,2 microns de large. Par contre, pour les fibres courtes d'amiante, donc la conclusion est moins claire, mais la toxicité n'est pas exclue. On conclut aussi que la présence systématique de la concentration élevée de ces fibres courtes dans les atmosphères. Et l'étude conclut aussi que c'est un bon indicateur de la dégradation dans les environnements intérieurs, c'est-à-dire dans les bâtiments, lorsqu'on a des matériaux qui se dégradent, la présence de fibres courtes est systématique. Cette conclusion de cette étude donc, a mené à un changement de méthode pour mesurer les fibres d'amiante dans les atmosphères de travail notamment. Donc on est passé au microscope électronique qui permet de voir les fibres fines. Par contre, les fibres courtes ne sont pas prises en compte. Alors en 2010-2011, donc il y a eu une campagne qu'on a appelée la campagne META, donc où on a fait des mesures justement sur chantier d'amiante, avec non plus la méthode par MOCP au microscope optique, mais par le microscope électronique à transmission, qui permet de voir tous les types de fibres. Et encore une fois, on s'est aperçu que les fibres courtes sont largement majoritaires dans l'atmosphère des chantiers, et en règle générale à peu près 10 fois plus nombreuses que les fibres longues. Donc les fibres courtes sont présentes dans toutes les atmosphères où on respire finalement. Et après une bibliographie scientifique permet de conclure les fibres courtes d'amiante sont biopersistantes, elles se pénètrent dans les alvéoles pulmonaires, elles se déplacent dans les tissus humains, elles s'accumulent dans certains organes et y induisent des cancers. Je rappelle, le cancer de l'ovaire est reconnu comme maladie professionnelle maintenant du fait de l'amiante. Elles sont plus nombreuses dans l'environnement. Elles produisent des réactions chimiques néfastes pour l'organisme. Et on admet aujourd'hui que l'action néfaste des fibres d'amiante sur nos cellules se fait soit directement, sous forme de fibres longues, pour lesquelles il a été montré qu'elles sont plus toxiques, soit de façon aussi indirecte, sous forme de substances oxydantes, en fait, qui en présence de fer vont avoir des actions biochimiques sur les molécules d'ADN. Toutes les fibres d'amiante sont néfastes et il faut réduire l'exposition au niveau le plus bas possible. Donc le fait scientifique a rappelé en 2011 en fait, où des chercheurs, donc en conclusion d'une monographie sur la toxicité des fibres d'amiante, ils ont conclu qu'affirmer les fibres courtes ne cause pas de maladie n'est pas scientifiquement justifié par les études d'épidémiologie et de toxicologie. Il a été montré que ce ne sont pas seulement la taille et la forme des diverses fibres d'amiante qui importent dans la capacité à produire des maladies, mais que d'autres facteurs peuvent aussi jouer un rôle dans la carcinogénicité des fibres minérales. Donc actuellement, il est vraisemblable que parmi les fibres les plus préoccupantes dans nos atmosphères de travail, ce sont les fibres issues du retrait des dalles vinyle-amiantes. Compte tenu du mode de fabrication de ces dalles, en fait, les fibres d'amiante ont été broyées, et donc elles contiennent préférentiellement des fibres courtes qui ne sont pas évaluées dans le cadre des processus de travail. Également dans les travaux de retrait d'amiante ciment, du fait de la dégradation du chrysotile en fines fibrilles, et compte tenu des quantités employées, évidemment, il semble que ce soit un polluant majeur qui devrait être pris en compte. Alors ce dont on est sûr aussi, c'est que le vieillissement des matériaux contenant l'amiante encore en place produira énormément et de plus en plus de fibres courtes d'amiante, puisque c'était un produit de dégradation des matériaux. Les expositions en préparation de chantier, donc de curage, de confinement, sont élevées dans la mesure où les matériaux auxquels on s'adresse sont déjà endommagés avant de commencer le chantier et d'attaquer proprement dit les matériaux pour les enlever. Alors si on rappelle les rapports de l'AFSET de 2009, on a quelques chiffres en fait. Donc là, on a la distribution des concentrations de fibres courtes selon le matériau présent à proximité des prélèvements d'air dans les empoussièrements intérieurs en l'absence de travaux. Et on s'aperçoit que on peut aller assez haut, puisque la concentration en fibres courtes, donc par exemple, si on prend une concentration moyenne en présence de dalles de sol, on arrive à 36,20 fibres par litre, et au maximum, on arrive à 292,37 fibres par litre. Alors on peut aussi comparer les pourcentages de fibres courtes d'amiante par rapport aux fibres fines d'amiante, qui ont été comparées dans ce tableau-là. Et on note par exemple que si on prend
la première étude, hein, donc qui fait l'objet de la deuxième ligne, on s'aperçoit que les fibres courtes en fait représentent 86, 98, 93%, 95%, 78%, 71% dans le camp de l'amiante ciment, donc sont également très majoritaires. Et si on compare avec les fibres fines d'amiante, c'est la deuxième étude en bas, on voit que les fibres fines, donc qui font plus de 5 microns de long, sont nettement minoritaires par rapport aux fibres courtes. Alors il faudrait rajouter, pour être exact, les fibres de plus de 0,3 microns de diamètre, qui sont en général à peu près équivalentes à la concentration en fibres fines, ce qui laisse encore les fibres courtes largement majoritaires. Alors ce qui pourrait être préoccupant aussi, c'est ce qu'on voit dans ce tableau. Donc là, en fait, ce sont sur des comptages qui n'ont vu que des fibres d'amiante, que des fibres courtes, en fonction du matériau. Et donc on voit par exemple sur de l'amiante ciment, pour des échantillons, il n'y a pas de fibre longue, c'est-à-dire que le résultat de l'analyse réglementaire serait de 0 fibre, ou en tout cas en dessous du seuil de la sensibilité, enfin le seuil maximum, l'écart maximum. On voit quand même qu'on a 67% des cas en fait, hein, d'analyse, on avait des fibres courtes et il n'y avait pas de fibres longues. Pour un enduit, par exemple, on monte à 68%, et puis pour un flocage, curieusement, on a beaucoup moins quand même. Un dernier tableau. Donc ici, il s'agit de la distribution des fibres courtes d'amiante sur l'ensemble des échantillons contenant des fibres courtes. Et là, on a alors ici, donc il s'agit d'échantillons qui n'ont pas de fibres longues du tout. Et on voit quand même qu'on est monté pour les dalles de sol, donc sans attaquer le matériau, hein, à peu près donc, autour de 12 fibres par litre. Et en moyenne, 4,64, 4,62. On est près du seuil de 5 fibres par litre pour les fibres longues, mais évidemment ce seuil n'est pas valable pour les fibres courtes. Alors on peut regarder ces chiffres par rapport au contexte réglementaire en France. Hein. Donc les fibres courtes d'amiante rentrent dans la définition des substances dangereuses. Donc si on regarde l'article R4012.3, deuxièmement qu'on verra après, il n'existe pas de valeur limite d'exposition comme pour d'autres produits d'ailleurs, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux, mais il y a beaucoup de produits chimiques dangereux qui n'ont pas de VLEP. Et donc on peut appliquer, enfin on pense pouvoir appliquer les dispositions du Code du travail au titre des agents chimiques dangereux, qui, dans la définition des agents chimiques dangereux, donc à prendre en compte dans les évaluations des risques, c'est soit tout agent chimique dangereux qui satisfait aux critères de classement, donc il y a une liste de produits dangereux, mais il y a aussi un deuxièmement qui nous dit tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, donc non classé, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques, et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation. Ce qui est finalement le cas des fibres courtes d'amiante qui sont très présentes et qui, c'est prouvé, ont des effets physico-chimiques, chimiques et toxicologiques. Donc y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle. Encore une fois, ce n'est pas le cas des fibres courtes. Alors, on a dans la réglementation française une circulaire qui est sortie en 2008, qui porte sur la protection de la santé contre les risques liés aux substances chimiques sous la forme de particules de taille nanométrique, soit naturelles, soit anthropiques, donc fabriquées par l'homme, soit naturelles. Ce qui inclut, puisque la définition des substances nanométriques, c'est toute particule qui a une dimension inférieure à 100 nanomètres, c'est-à-dire 0,1 micromètre. Et on sait que les fibres d'amiante peuvent descendre jusqu'à une largeur de 0,02 microns, donc 20 nanomètres, donc rentre dans la catégorie des nanoparticules. Et là, la circulaire nous dit, si la substance est considérée comme un agent CMR, donc cancérogène, ce qui est le cas de l'amiante, à l'échelle du micromètre, celle-ci est à considérer comme CMR sous la forme nanométrique. Le chef d'établissement, l'employeur, doit s'assurer que les EPC et les EPI sont adaptés à la rétention des nanoparticules. Alors là, ça c'est intéressant, parce que si on considère que les fibres de courte d'amiante, et a priori elles le sont en grande partie, sont des nanoparticules, et bien il va falloir s'assurer que les équipements de protection collective qu'on utilise sur les chantiers des amiantages
et d'ailleurs sur les interventions en général, et les équipements de protection individuelle sont adaptés à la rétention aussi de ces particules. Alors, en mars 2009, donc la DGT a pris les devants pour répondre à cette question. C'est intéressant, puisqu'elle a mandaté l'ANSES, anciennement AFSET, pour savoir si justement les protections collectives qu'on utilise en désamiantage sont efficaces contre les fibres courtes d'amiante. Qui a conclu donc à l'efficacité des filtres THE, ce qui est plutôt rassurant, moyennant peut-être une adaptation des méthodes de contrôle pour la qualification des filtres. Et au niveau des protections individuelles, elle a conclu également à l'efficacité des filtres P3. Si on tient compte, alors même si ça n'a pas été mesuré sur les fibres courtes d'amiante, mais en tenant compte de la théorie de la filtration qui dit que si c'est efficace sur une fibre, sur une particule de l'ordre de 0,2-0,3 microns, ce qu'on appelle la MPPS, tout ce qui est en dessous, en fait, l'efficacité sera encore meilleure. Donc, normalement, d'après les théories de la filtration, les fibres courtes devraient être fortement retenues par les filtres P3. Le problème, c'est la fuite au visage. On sait que le déficit d'efficacité des masques ne sont pas le filtre P3, mais la fuite au visage. Et là, donc, on n'a pas de facteur de protection connu. Alors, à l'époque, on n'en avait pas non plus pour les fibres fines d'amiante et pour les fibres courtes d'amiante. Entre-temps, il y a eu des essais sur les fibres fines d'amiante, donc on a des nouveaux facteurs de protection. Par contre, pour les fibres courtes d'amiante, rien n'a été entrepris, à ma connaissance, pour évaluer l'efficacité vis-à-vis de ces fibres. Autre recommandation de l'ANSES aussi, c'était de changer la méthode pour mesurer l'efficacité des filtres. Alors, les choses ont évolué aussi. Donc, il y a eu des nouvelles études en fait mandatées. Donc, le SSTB en fait a été mandaté par l'association Qualitel et qui a rendu en septembre 2016 un rapport qui a fait une étude sur la présence de fibres d'amiante dans l'air des logements comportant des matériaux amiantés. Donc, des cols de carrelage, des cols de dalles de sol, des dalles de sol, de l'amiante ciment, etc. Toute une liste de matériaux. Et 55 logements ont été étudiés. Et il a été montré qu'une présence de fibres réglementaires dans 7% des logements. Et la concentration, par contre, sur les logements sur lesquels ont été trouvées la présence de fibres réglementaires était inférieure à 1,2 fibres par litre. Par contre, malheureusement, aucune prise en compte des fibres courtes d'amiante n'a été faite. Ce qui peut poser un problème dans la préparation des chantiers, puisque si on a des matériaux dégradés, quand on va commencer à curer, à évacuer les mobiliers, etc., voire à confiner la zone, il faudra que l'entreprise, dans son évaluation des risques, prenne éventuellement peut-être aussi ces fibres courtes d'amiante, compte tenu de ce qu'on vient de dire juste avant. Alors donc justement, cette campagne de mesure des facteurs de protection des appareils de protection respiratoire qui a été faite par l'INRS en 2016, donc a porté sur des masques ventilés et donc à ventilation assistée et des masques à adduction d'air. Par contre, il n'y a pas eu de comptage des fibres courtes d'amiante et on ne connaît pas donc le facteur de protection des APR vis-à-vis des fibres courtes. Et la question qui se pose, en fait, c'est doit-on respecter la circulaire de février 2008 qui nous demande de savoir si, effectivement, nos protections individuelles et à la fois collectives respectent, en fait, la protection de la santé vis-à-vis des fibres courtes d'amiante. Donc le problème reste entier. Il serait intéressant quand même, je pense que l'INRS a dû garder les filtres de la campagne d'évaluation des facteurs de protection amiante, des facteurs de protection assignés, et que peut-être qu'un comptage des fibres courtes pourrait être ici également entrepris pour avoir une idée sur la question. Bien, 2-3. Merci Jean-Michel pour cette intervention qui est toujours très détaillée, très poussée, très pointue. En même temps donnant les informations, en même temps posant les questions. Alors, moi, la question que je pose à la fin, c'est bon, ok, on a compris que apparemment le problème est identifié par différents organismes, l'INRES, l'ASSET, l'ANSES maintenant, puisque ça date d'avant. Nous avait promis effectivement une position ministérielle aussi, en disant, bon, on va prendre une décision sur les fibres courtes. On nous avait promis. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait opportun de reposer la question où on en est pour les fibres courtes? Alors les fibres fines, on l'a vu, les fibres courtes, comment sont-elles prises? Si jamais demain on doit les prendre en compte, est-ce que ça va faire recommencer les travaux? Est-ce qu'on va devoir suspendre les travaux parce qu'il y a le problème d'entrée en vigueur de ce genre de procédure? Est-ce que c'est le diagnostic? Est-ce que c'est l'exigence des laboratoires pour prendre systématiquement, quitte à titre conservatoire, ne pas
publier les rapports tout de suite pour avoir une base scientifique. Voilà, comment on peut évoluer, puisque là il y a un doute. La question posée, c'est est-ce qu'il faut appliquer une circulaire plus générale qui va nous imposer indirectement, considérer que l'amiante comme une fibre courte, donc une nanoparticule, enfin très courte, donc une nanoparticule. Donc on change y compris la réglementation, on ajoute la réglementation de la nanoparticule qui elle-même travaille sur d'autres matériaux que l'amiante, hein, puisque l'intérêt c'est ça, c'est d'avoir une vision globale sur tout ce qui est extrêmement petit. Donc comment on fait? Est-ce que il peut y avoir une piste? Est-ce qu'il y a l'ANSES qui pourrait être ressaisi puisque l'enquête est publiée? Est-ce que c'est intéressant? Vers quelle piste pourrait-on se diriger pour avoir une position au moins claire et lever le doute chez les entrepreneurs, hein, qui peuvent aussi exposer leurs salariés à ces nanoparticules et demain être recherche en responsabilité de par la circulaire 2008? Oui, en fait, les deux problèmes, effectivement, les deux problèmes que je vois, c'est les cas où, parce que dans le passé, on avait la tendance à dire pendant des années, en fait, en utilisant le MOCP, en fait, on disait, bon ben, si on voit des fibres courtes, si on voit des fibres longues, il y en a peut-être des courtes, mais bon, on passe pas à côté, quoi. Les fibres courtes ont toujours été là, même si on les mesurait pas, et c'est pas le fait de les mesurer qui va en rajouter. Simplement, ce qui interpelle quand même, c'est que dans beaucoup de cas, en fait, il n'y a que des fibres courtes. Donc on risque de passer à côté du risque, ça c'est le problème santé publique, hein, ce qui est largement, qui relève de la politique, hein, de ce qui pourrait être fait. Par contre, le problème que je vois moi en tant que formateur, hein, pour les entreprises que l'on forme et au désamiantage, c'est vraiment, puisque là on a quand même des gens qui interviennent sur l'amiante qui risquent d'être fortement exposés, c'est absolument connaître les facteurs de protection assignés, des protections respiratoires, vis-à-vis des fibres courtes, parce que là, on est sûr d'exposer les gens volontairement. Donc ce serait, puisque comme c'est ça me paraît une priorité. Voilà, c'est qu'il existe effectivement des campagnes qui ont été faites, donc on a pas besoin de recommencer les campagnes, on va simplement demander une analyse complémentaire des fils qui ont été déjà prélevés. Donc, si c'était possible, ça serait... Voilà, c'est relativement simple à effectuer. Je pense qu'effectivement, pas de raison que les fils ont été jetés ou disparus. Bon, on ne sait jamais. Par contre, c'était une question claire qui est adressée donc plutôt même directement à l'INRES. La faisabilité de relancer cette campagne. Déjà, est-ce que c'est possible, pas possible? Et si l'INRES dit, bah, techniquement c'est possible, d'aller au-dessus, parce que l'INRES ne décidera pas tout seul de s'auto-saisir. Hein, absolument. Voilà. Donc, pour décider ça, c'est uniquement un problème du coup de code du travail ou un problème de santé de population? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait de commun avec les deux ministères aujourd'hui, santé, et en gros des populations, et ministère du Travail? Est-ce que c'est une enquête qui peut être conjointe? On l'a vu dans les analyses qui ont été faites dans des logements. Je suppose que c'était de l'usage passif. C'est pas en cas de travaux. Oui, c'était. Voilà. Il y a eu quelques cas qui ont été faits après des travaux ponctuels. Voilà, mais là, ce que les enquêtes qu'on a, c'est bien l'étude. Et il y a eu d'autres études sur d'autres matériaux, les formaldéhyde, des compagnies qui ont été faites dans les écoles, dans les appartements, sur la santé et l'exposition passive aux produits dangereux, dans l'usage normal d'une habitation, hein, que ce soit les problèmes de bâtiments ou autres, parce qu'on pourrait penser aussi qu'on veut de l'amiante et des particules dans d'autres matériaux, les radiateurs électriques, jusqu'à des grille-pains qui pourraient rester aussi, hein, parce que là, c'est interdit d'en consommer, mais la ménagère de moins de 50 ans peut encore avoir aujourd'hui un grille-pain hérité de sa grand-mère. Donc voilà, donc on a tout ça. Donc l'environnement domestique, on va dire, dans le conseil d'habitation. Donc on est bien dans le cœur de la santé des populations. Quels seraient les enjeux si on arrivait à dire, bon, par précaution, on considère que les fibres courtes sont aussi potentiellement cancérogènes, certains, probables, voilà, à quel niveau on le met. Donc les conséquences derrière, c'est quoi? J'entends que des chantiers disent, aujourd'hui, il n'y a pas d'amiante comptée. Donc, hop, mesure libératoire, ou bien diagnostic préliminaire, point zéro, quoi que ce soit, oui, DTA. Donc demain, si on introduit ça, y compris dans les DTA, ça veut dire qu'on doit recommencer un certain nombre de mesures. Si on considère que les analyses seraient concluantes et concluraient à une dangerosité. Donc ça veut dire qu'on demanderait aux propriétaires de recommencer ou de commencer une nouvelle série d'analyses chez eux pour pouvoir vérifier in situ les conditions. Donc ça veut dire repartir sur un nouvel inventaire de la présence d'amiante en caractérisant les fibres courtes. Oui, je ne rentrerai pas dans la problématique de santé publique, je m'en tiendrai plutôt au domaine où j'interviens, et donc c'est la protection au travail. Effectivement, donc il y a un enjeu bien sûr pour savoir si les protections protègent, les APR protègent contre les fibres courtes, ça me paraît nécessaire. Après, on peut se poser la question, effectivement, l'articulation avec la santé publique, c'est tout ce qui se passe avant travaux. C'est-à-dire, j'arrive dans un bâtiment, bon, bah, il y a eu un DTA, il y a eu une évaluation de l'état de conservation, il y a eu des mesurages de fibres éventuellement.
Est-ce que, puisque l'étude de l'ANSES, le rapport ANSES a montré quand même que c'est un indicateur de dégradation des matériaux, donc si j'ai des matériaux dégradés, est-ce que ça doit être pris en compte par l'entreprise qui intervient? Voilà. Faut replacer ça peut-être ensemble dans son contexte. Après, la question c'est de savoir si on commence à mesurer les fibres courtes, on n'a pas de VLEP sur les fibres courtes, donc on n'a pas de lien direct entre la toxicité des fibres courtes et puis par rapport à celle des fibres longues. Alors il y a aussi des études scientifiques qui portent sur des animaux, hein. Donc est-ce que c'est transposable? Voilà, bon, en gros, on sait depuis les années, fin des années 70 qu'en fait, bon, les hypothèses, c'est que la toxicité est moins due en fait à la longueur des fibres, mais qui est plus due à la surface développée en fait de ces fibres. Donc il y a des chercheurs qui ont montré que des fibres courtes brutes sont moins dangereuses que des fibres courtes broyées. C'est-à-dire qu'elles seront encore plus petites, mais globalement, ça fera une surface développée plus importante, et donc une surface de réaction potentielle avec des produits chimiques de notre organisme plus importante. D'accord. Donc, mais on n'a pas de lien direct, donc c'est difficile. D'accord, ok. Alors, je dis ça, c'est qu'il faut se replacer aussi dans une échéance qui était prévue, potentiellement recommandée par le Haut Comité pour la santé publique, qui était de descendre le seuil de santé publique d'amiante de 5 fibres à 2 fibres en 2020. Hein, pour un système de vivre en 2020, c'est assez facile à retenir. Bon, c'était une préconisation, une recommandation, qui n'a pas été traduite aujourd'hui dans aucun des textes, et on n'entend pas parler d'un projet de réduire le seuil de santé publique, alors sous l'argument que bon, plus c'est maîtrisé, moins il y en a, et que donc on pourrait trouver quelque chose autour de 2 fibres, et pour pas dire demain une fibre aussi, hein, pourquoi pas en 2030 une fibre, pour essayer les Allemands, les Suisses sont à une fibre. Hein. Voilà, sont à une fibre hein, pour le seuil de santé publique, on est d'accord. Hein, voilà. Donc une harmonisation... Non, libératoire aussi. Et en libératoire aussi, voilà, de ce fait libératoire pour restituer les locaux à un usage domestique ou en tout cas non échapper au code du travail. Donc on voit ça, donc ça fait beaucoup, on s'attend à la baisse de ce seuil, on s'attend aussi à la baisse des niveaux d'empoussièrement pour les fibres aujourd'hui dites longues ou fines, donc de passer de 100 fibres à 10 fibres pour le premier niveau. Donc on a beaucoup de choses quand même qui tournent autour de ça. Si on rajoute les fibres courtes, ça risque en même temps, sans jeu de mots, de polluer le débat sur le fait de réduire ça, mais de complexifier et de peut-être un petit peu considérer que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus draconien, et jusqu'où on va comme ça. Parce que demain, s'il n'y a pas un encadrement technologique et financier, on va se retrouver sur une multiplicité de cas de figure, on se pose des questions, et quitte à pas faire le travaux, ou arrêter, ou évacuer. Il est clair que la diminution des seuils pour les fibres longues va augmenter aussi la prévention du risque lié aux fibres courtes, hein, automatiquement. Et puis encore une fois, bon, c'est pas parce qu'on les mesurait pas qu'elles n'étaient pas là. Donc de ce point de vue-là, ça ne change rien. Mais le problème est surtout, disons, de la pertinence des fibres courtes, la prise en compte des fibres courtes d'amiante. C'est encore une fois les cas où il n'y a pas de fibres longues.